Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et surtout bienvenue dans votre émission Entretien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour suivre comment est-ce que nous échangeons sur l'évolution de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons que ce pays et c'est le pays que nous ont légué nos ancêtres et que nous allons également léguer aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Et pour en parler, qui de mieux que le docteur Silas Mimile Makangou, professeur d'université, écrivain, donc voilà, à part ce qu'il consigne dans les ouvrages, il y a aussi ce que nous allons consigner à travers les images et le son. Docteur, merci d'être avec nous. Merci, John. Merci. Nous vous souhaitons d'ailleurs bon retour parce que vous n'étiez pas au pays. Merci. Comment est-ce que se portent les Congolais qui vivent à l'étranger? Moi, je n'aime pas ce terme-là, Congolais de l'étranger, les Congolais qui vivent à l'étranger. En effet. Et comment est-ce qu'ils portent la situation qui se passe en République démocratique du Congo? Écoutez, ce qui est étonnant, quelquefois, on a l'impression que les Congolais qui sont à l'étranger sont beaucoup plus épris, sont beaucoup plus attachés à ce qui se passe ici sur le sol national par rapport à ces Congolais qui vivent dans des villes loin des affres de la guerre. Parce que depuis un temps, comme fait les constats selon lesquels les Congolais vivant à l'étranger finissent par comprendre de plus en plus que on peut aller partout, mais on est mieux que chez soi. Très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces Congolais attachent une certaine importance à l'actualité politique, non pas par vocation parce qu'ils voudraient faire la politique, mais parce qu'ils ont compris que la nature, la qualité de l'avenir que nous aurons en tant que nation, mais aussi en tant que peuple, est beaucoup plus déterminée par la qualité de la politique que nous avons. Qui dit politique, qui dit gouvernance, qui dit politique, dit leadership. Donc aujourd'hui, je pense même qu'il faudrait que les autorités politiques puissent surfer sur cette opportunité, aussi sur cet élan d'engagement citoyen pour amener les Congolais de l'étranger à pouvoir contribuer de manière très effective dans l'amélioration des conditions de vie de ces Congolais qui sont ici à l'intérieur, mais aussi dans cette construction que nous sommes en train de rêver tous, érigé au centre de l'Afrique, un Congo fort, un Congo où il fait beau vivre. Nous avons besoin de toutes ces compétences, d'autant plus qu'aujourd'hui, conscient de ce que le système éducatif congolais est, de ce que l'école et l'université congolaise sont aujourd'hui dans une précarité qui ne dit pas son nom, je pense que les Congolais qui sont à l'extérieur du pays constituent pour nous une ressource et un atout. Très bien. Alors, comment se porte alors la mobilisation générale? Aux États-Unis, par exemple, au Canada? Écoutez, la mobilisation générale, je ne sais pas, mais je vois quand même, je vis dans les images, mais aussi quand vous échangez avec certains Congolais, ils sont prêts à descendre dans la rue, ils sont prêts à faire quelque chose. Seulement, ce qui m'intrigue, c'est que même ceux qui sont à l'extérieur voudraient adopter les mêmes démarches que ceux qui sont ici en interne font, alors que ceux qui sont à l'extérieur, il me semble, sont beaucoup plus exposés aux informations, ils sont beaucoup plus exposés à des modèles qu'ils ont par rapport aux nations dont ils sont résidents, où ils sont résidents. Pourquoi? Parce que la plupart des démarches, la mobilisation, se fait toujours en demandant aux nations amies, à la communauté internationale de s'impliquer pour la résolution de cette crise que nous traversons ici. Ce qui fait que et les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur, tous nous fonctionnons avec un même paradigme. Voilà. Alors que ce paradigme, excusez-moi, a déjà montré ses limites. Quel est ce paradigme? Qu'il faudrait que les autres viennent à notre rescousse pour aider à ce que nous puissions mettre fin à cette situation. Cela a montré ses limites. Je pense qu'il faudrait changer le fusil d'épaule. Il faudrait maintenant partir sur de nouvelles bases pour comprendre que le seul acteur indispensable pour la cessation de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo, c'est le Congolais lui-même. Le Congolais d'en haut, le Congolais d'en bas. Le Congolais lettré et le Congolais illettré. Le Congolais riche, le Congolais pauvre. Sans discrimination tribale, ainsi de suite. Comprendre que c'est la société, la nation tout entière, la République tout entière qui est
en danger. Et pour cela, il faut l'implication de toutes et de tous. Et d'après ce paradigme, d'ailleurs, voilà, ils ont été très nombreux. Nous sommes très nombreux à avoir salué ces sanctions qui sont finalement tombées. C'est comme si c'était l'apothéose lorsque le Conseil de sécurité a finalement décidé d'imposer des sanctions à quelques personnalités rwandaises, mais également à obliger le retrait des troupes rwandaises du sol de la République démocratique du Congo. Est-ce l'apothéose? Bon, je crois que, je ne dirais pas que c'est l'apothéose, je vais dire ce que j'ai toujours dit, ce sont des prouesses diplomatiques. Excusez-moi, prouesses diplomatiques, pour ne pas parler de victoire diplomatique, parce que je parlerai de la victoire si ces démarches et ces bénéfices sur le plan diplomatique ont réussi à mettre fin à la guerre. Et comme la guerre continue encore à sévir, comme la crise continue à perdre, puisque la crise perdure, je parlerai de prouesses. Mais pour que cela devienne une victoire, il faudrait que ce qui s'est fait du point de vue diplomatique ait aussi une incidence du point de vue militaire et politique. Or, nous avons l'impression que sur le plan diplomatique, nous nous comportons très bien, alors que sur les autres théâtres de combat, nous sommes presque absents. Coup de chapeau d'ailleurs à la ministre des Affaires étrangères, qui s'est vraiment battue. Hein? Elle a mouillé le maillot. Elle a mouillé le maillot, elle se bat jusqu'à, pour une fois, amener le Conseil de sécurité de manière unanime à citer nommément le Rwanda et à l'obliger à retirer ses troupes. Les compétences, nous les avons réellement. Sur ce point, il n'y a pas à discuter. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce qui adviendrait si le Rwanda n'appliquait pas ces résolutions? Qu'est-ce que nous avons comme plan B? Est-ce que nous allons continuer à attendre que la communauté internationale parle au Rwanda qui a prouvé plusieurs manières qui ne comprend que le langage de la force, de la contrainte? Est-ce que nous allons continuer à dormir sur nos lauriers parce que la communauté internationale a émis ces résolutions, ou bien nous allons aussi considérer les autres aspects de la crise? Et c'est ici que nous sommes appelés à devenir un État stratège et un État responsable. Le genre d'État qui cherche à assumer par lui-même le destin qui lui est propre. Le genre destin qui ne va pas faire sous-traiter sa destinée, qui ne va pas faire sous-traiter un combat qu'il est censé lui-même livrer. Du point de vue diplomatique, il faudrait se jeter le flair. Il faudrait encourager nos autorités politiques parce que en un mois, on a eu autant de rencontres, et cela à plusieurs niveaux, pas seulement du point de vue au niveau de New York, au Conseil de sécurité, mais aussi au niveau d'Addis Abeba. Nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement à Dar es Salaam, en Tanzanie. C'est pour dire que nous sommes en train de nous battre. Mais une guerre comme celle-ci ne peut pas être gagnée que sur le plan diplomatique. Il y a une multiplicité de champs de bataille et de théâtres de combat. Il faudrait que nous puissions nous rassurer qu'autant nous avons mis des intelligences, en l'instar de Mme Thérèse Kayikwamba au niveau de la diplomatie, que des intelligences équivalentes soient aussi déployées dans les autres théâtres de combat pour créer un équilibre et s'assurer que finalement nous avons remporté non pas seulement une bataille, mais une guerre, mais aussi se rassurer que dans les 30 prochaines années, mettre le Rwanda dans une situation telle qu'elle n'ose plus jamais venir s'aventurer sur notre territoire. Pas seulement le Rwanda, mais aussi les autres pays voisins. Parce qu'au regard de la situation géostratégique du Congo, au regard de ce que nous avions connu dans l'histoire, avoir eu le Rwanda et l'Ouganda qui ont participé de manière très effective et active à la chute du régime de Mobutu, qui ont réussi à s'être impliqués dans l'assassinat d'un chef d'État en fonction, je pense que pour le Congo, notre doctrine sécuritaire devait être celle-ci. La guerre est la règle, la paix est l'exception. C'est-à-dire, sans être un État militariste, sans être un État vent en guerre, il faudrait que l'on prenne au sérieux ces dispositifs sécuritaires et militaires qui nous permettraient demain de pouvoir vivre en paix. Parce qu'un État ne peut pas connaître de paix si cet État n'a pas aiguisé son épée. Il faudrait que de temps en temps nous apprenions à aiguiser notre épée pour nous rassurer et garantir notre paix. C'est-à-dire
faire de la dissuasion, contraindre nos partenaires, nos pays voisins, nos voisins, à coopérer avec nous par des voies légales, reconnues par le droit international, et les dissuader à ne jamais passer par la porte de derrière, de peur qu'il réveille le Grand Congo qui est en mesure, grâce à son arsenal militaire, à pouvoir repousser et anéantir l'ennemi d'où qu'il vienne. Mais vous, les intellectuels, vous avez toujours lancé cette alerte. La République démocratique du Congo, avec toutes les matières précieuses dont elle regorge, elle est exposée à des attaques de ses voisins. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons jamais pris la mesure de la chose telle que vous êtes en train de le présenter pour que à l'avenir, nous soyons plus respectés? Ben, écoute, je pense qu'il y a une grande distance entre ce qui s'est dit par l'intellectuel congolais et ce qui est fait par l'acteur politique. Il faudrait créer une sorte de pont entre l'intelligentsia congolaise et le leadership politique. Il y a comme une sorte d'inadéquation. Lorsque l'on considère la politique congolaise telle qu'elle est menée aujourd'hui, l'on se rend compte que cette politique est en conflit avec le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre pour un État. Et c'est là depuis notre accession à l'indépendance. Parce que la déstructuration ou la déconfiture de notre armée ne commence pas d'il y a 5 ans. C'est-à-dire après les forces publiques du Congo belge. Nous n'avons jamais réussi à construire véritablement une armée. Je crois l'avoir dit une fois sur ce plateau, une armée républicaine au vrai sens du mot, une armée non tribalisée, une armée avec des hommes achevés. Parce que la force d'une armée n'est pas seulement dans le nombre de ses troupes, la force d'une armée, c'est aussi dans la qualification morale et intellectuelle de ceux qui la composent. Georges Clemenceau, président français, disait que l'armée est tellement vitale à la survie de la République qu'on ne devrait pas la laisser entre les mains des brigands qu'on a convertis en soldats. C'est-à-dire, la qualité des soldats détermine aussi la force de l'armée. Regardez ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on se les dise, on dise les choses telles qu'elles sont. Nous avons des soldats qui se filment et qui insultent les autorités politiques. Et pourtant, ce qui fait la force de l'armée, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline pour l'armée, c'est un culte. C'est que la foi est pour vous et moi en tant que chrétiens. Pour l'armée, le culte est voué à la discipline. Pour l'armée, la force réside non pas seulement dans la qualité de la logistique ou de l'arsenal dont on dispose, mais réside essentiellement dans la chaîne de commandement. Pourquoi? On peut avoir le meilleur soldat, le mieux motivé du monde, le mieux équipé du monde, avec des brevetés d'état-major, ainsi de suite. Mais si il n'y a pas une chaîne de commandement cohérente, eh bien, laissez-moi vous dire, on aura des troupes et non pas une armée. Parce qu'une armée, c'est aussi dans sa chaîne de commandement. La multiplicité des têtes fait de l'armée un monstre à 1000 têtes. Et cette monstruosité au sein de l'armée fait à ce que même une armée plus petite que vous, en termes de nombre, en termes de motivation et même de logistique, si elle est bien organisée, peut faire chuter une plus grande armée, comme nous l'avons vu à l'époque du maréchal Mobutu. L'homme politique congolais n'a jamais donné à l'armée la place qu'il se doit. Pourquoi? Parce que plusieurs, comme beaucoup d'autres leaders africains, craignent l'armée. Ils préfèrent avoir une armée paupérisée, une armée tribalisée, pour s'en servir comme bouclier. De peur que, évidemment, de peur que cette armée bien organisée ne se tourne contre lui par des coups d'État. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire nous montre que l'armée républicaine se doit d'abord être une armée disciplinée. Mais pourquoi est-ce qu'on construit une armée? Pourquoi est-ce qu'un État doit avoir une armée? L'armée d'un État, l'armée que dispose une nation, doit répondre à l'ambition ou aux ambitions qu'a cet État ou cette nation. C'est-à-dire, comme le disait Clausewitz,
la guerre, c'est aussi mener la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire une nation qui ne s'est pas encore définie. Quelle est sa vision? Quel rôle veut-elle jouer dans le concert des nations, au niveau de la région et sur le plan international? Quel est le rôle? Parce qu'en géopolitique, je le répète, c'est le rôle qui détermine le pôle qu'on va occuper. On ne peut pas occuper un pôle de puissance majeure, puissance moyenne ou puissance inférieure si on n'a pas d'abord déterminé quel rôle veut-on jouer. Et lorsque l'on saura définir quel rôle l'on voudra jouer, c'est alors qu'on va assigner à son armée une mission. Pour quel type d'armée veut-on avoir? Est-ce qu'on veut avoir une armée dont la mission ne consiste que à veiller sur l'intégrité territoriale? Est-ce qu'on veut avoir une armée dont la mission va aussi consister à développer l'État par le génie militaire? Est-ce que nous voulons avoir une armée qui, de par sa performance, va exporter ses services pour devenir le gendarme de la région? Ou bien nous allons avoir une armée qui n'assure que la protection du régime? Et c'est assez à quoi Mobutu s'était réduit. On a négligé toutes les autres unités consorts. On s'est beaucoup plus concentré sur la DSP. Et vous avez vu qu'il était impossible pour la DSP à elle seule de défendre ces régimes. Pourquoi? Parce que la déconfiture a déjà été totale. Et face aux jeunes gens Kadogo qui arrivaient, des soldats brevetés, des soldats formés dans les meilleures écoles de formation de militaires et officiers, n'ont pas su ni protéger les régimes, moins encore protéger la nation tout entière. Ce qui signifie qu'il faudrait avoir un regard sacré vis-à-vis de l'armée. Ah, voilà, mais docteur, mais le problème qui est là, c'est que la République démocratique du Congo vit une crise qui n'est pas qu'extérieure, elle est aussi interne. Mais la situation telle qu'elle se présente à ce jour, nous devons nous en sortir nécessairement. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que la RDC puisse continuer à vivre? Ben écoutez, cher John, la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui est à la fois une crise intemporelle, mais aussi une crise multisectorielle. Ne retombons pas dans les pièges qui ont fait à ce que cette crise dure plus de 30 ans aujourd'hui. Parce que toutes les fois que nous avons cru avoir résolu la crise, en réalité, nous n'avons résolu que les symptômes. Parce que nous sommes en train de chercher des solutions, entre guillemets, à la va-vite. On ne peut pas trouver de véritables solutions si on se limite à guérir les effets sans tenir compte de ses causes. Très bien. Cette crise, déjà la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à se définir contre qui nous nous battons. Nous avons du mal à définir pourquoi est-ce que le Rwanda nous fait la guerre. Nous avons du mal à comprendre pourquoi est-ce que la communauté internationale, malheureusement, se range toujours du côté du Rwanda. Nous avons du mal à définir aussi et à détecter quelles sont en interne les failles qui alimentent la force de l'ennemi et qui nous fragilisent de l'intérieur. Donc, aussi longtemps qu'on ne procède pas par un diagnostic holistique et rigoureux, je pense que nous trouverons plus des accalmies qu'une véritable sortie de crise. Voilà. Ce qui fait que cette crise a perduré, c'est aussi parce qu'il y a eu trop de complaisance dans les analyses, mais aussi trop de complaisance dans les thérapies proposées jusque-là. Cette crise, aujourd'hui, n'est pas seulement une crise du fait que le Rwanda veut piller nos minéraux. Je vais redire ce que j'ai dit tantôt, plus d'une fois d'ailleurs, que le Rwanda ne nous fait pas seulement la guerre pour les minéraux qui regorgent nos terres, mais le Rwanda est d'abord dans une logique expansionniste. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre la démographie galopante du Rwanda et la petitesse du territoire qui lui revient. Et le Rwanda voudrait résoudre une question, un problème qu'il croit être existentiel pour lui. C'est-à-dire arriver par déporter une partie de sa population sur le sol congolais. Déplacer la frontière. Déplacer la frontière. Si aujourd'hui le Rwanda profite de pouvoir appuyer le Congo, ce n'est pas d'abord ça le premier objectif. Ce qui signifie que tout accord commercial que nous allons signer avec le Rwanda, croyant atténuer la question, va s'avérer éphémère. Pourquoi? Parce que les véritables raisons sont
ailleurs. Voilà. Ça, Mais aussi, ça, c'est de 1. il faudrait aussi rappeler une chose, qu'un État n'est pas fragilisé simplement parce qu'elle est attaquée. La fragilisation d'un État relève d'abord de failles de gouvernance que cet État a réussi à rassembler avec le temps sans pour autant résorber ces différents défis. Ce qui nous amène aujourd'hui à commencer d'abord par faire ce que j'ai appelé la réinvention de l'État congolais. En face, nous avons un État. Mais depuis les années 90, je dirais même déjà à la fin des années 80, l'État zaïrois a cessé d'exister. Lorsque Mouzé Kabila arrive, il essaye et aujourd'hui nous sommes dans un dysfonctionnement qui nous amène à douter si réellement nous sommes un État. Et dans cet imbroglio, dans cette configuration désordonnée, il est difficile pour nous de tenir face à ces agressions qui nous viennent de la partie orientale. Donc, il faudrait mettre en place une gouvernance rationnelle, une gouvernance stratégique, une gouvernance qui comprend les appétits des États voisins, mais aussi qui comprend les ambitions de ces États, parce que ces États n'ont pas que des appétits, ils ont aussi des ambitions de leadership régional. Et nous revenons à la sempiternelle question de leadership toujours. On revient... Dans toutes les émissions, nous en parlons. Voilà. Donc, pour dire, le général Charles de Gaulle le disait, tout tient grâce au leadership, tout tombe faute de leadership. On ne peut pas faire de la magie. On peut avoir le Dieu tout-puissant qui habite un quartier du Congo, mais aussi longtemps que notre leadership est fragile, notre leadership manque de lucidité, eh bien, nous reviendrons toujours au même problème et malheureusement, nous proposons le même piste de solution qui s'avère inefficace. Lorsque je parle du leadership ici, il ne s'agit pas d'un leadership personnel ou d'un leadership messianique. C'est un leadership collectif. Un leadership général, c'est-à-dire l'intelligentsia congolaise. Partout où elle est dispersée, dans tout ce qu'elle est en train de faire, que ce soit au niveau scientifique, au niveau culturel, au niveau politique, même au niveau des médias, parce qu'aujourd'hui, la puissance d'un État nécessite l'apport de différents ouvriers, pas seulement les ouvriers politiques, mais aussi les ouvriers scientifiques. Regardez, les grandes puissances aujourd'hui ont un dénominateur commun. Ce qu'ils ont en commun comme dénominateur, c'est que ces grandes puissances ont donné de l'importance à un secteur de l'enseignement qu'on appelle l'ingénierie. Il n'y a pas d'État aujourd'hui émergent sans ingénierie. La Turquie en est l'expression. La Turquie, la Russie. Poutine a compris que l'une des choses qui a fait à ce que le bloc soviétique soit éclaté et qui a mené la Russie de 90 jusqu'en 2008 à vivre dans la précarité, dans une pauvreté criante, c'était aussi parce qu'il y avait un taux décroissant du nombre de jeunes Russes qui étaient volontaires pour l'ingénierie. Et ils ont compris aujourd'hui que pour faire l'armée, il faut l'ingénierie. Pour construire des infrastructures, il faut de l'ingénierie. Et tout ça nécessite à ce qu'on ait un leadership clairvoyant, un leadership responsable. C'est alors que nous allons non pas seulement mettre fin à cette situation momentanée des crises, mais aussi à élaguer pour toujours les différentes causes qui ont été à la base de cette crise. Mais comment est-ce que nous allons y arriver, nous, ici, qui, pour désigner ceux qui doivent nous diriger, nous recourons souvent à des proximités tribales? Le politisme, le népotisme, le tribalisme. Dans mon ouvrage « Bâtisseur des nations », j'ai évoqué le tribalisme comme étant un des freins qui a ralenti l'avancée du Congo vers son émergence. C'est un démon qu'il faut vaincre. La tribalité est une valeur. La tribalité est une valeur en soi. Comment y arriver alors, si celui qui a été là, ou bien ceux qui vous ont précédé ont privilégié leur tribu? Ceux qui viennent après, ils disent aussi, voilà, c'est notre tour. Ça se sent, c'est un langage chez nous. Lorsqu'on a nommé ministre, c'est la fête dans toute la famille. Les replis identitaires est naturel. Surtout lorsqu'on se sent en danger, lorsqu'on se sent menacé. Les replis identitaires est un réflexe naturel. Mais pour un État qui se respecte, les réflexes doivent céder la place à la réflexion.
C'est-à-dire on doit cesser d'être une république des réflexes pour devenir une république des réflexions. Qu'est-ce que le tribalisme nous a déjà donné comme résultat? Rien du tout, que des guerres, par exemple. Que des guerres, que des fractures sociétales. Donc, si nous réfléchissons, nous comprendrons qu'il y a un besoin urgent d'une génération d'hommes politiques, d'une génération élitiste, qui va transcender les clivages tribal, régional, ethnique, clanique, pour placer la République au-dessus de tout. Et une génération qui va comprendre que le politisme nous a ramenés vers les bas. Ça a été un nivellement vers les bas. Pour encenser la République aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est plus du politisme, mais plutôt du patriotisme. Voyez-vous? C'est-à-dire fonctionner par la patriocratie. Comprendre que la République et la patrie viennent avant les partis. Que la République vient avant les tribus. Et pour que nous y arrivons, il faudrait que nous ayons de véritables apôtres. Apôtres de la patriocratie. Apôtres du patriotisme. Je l'ai dit ici, je crois une fois, que le patriotisme, le tribalisme, ça s'enseigne. Et les meilleures voies par lesquelles ces choses s'enseignent, c'est par l'exemplarité. Il faudrait qu'il y ait des gens qui prouvent à la face du monde et à la face de la République que les intelligences ne sont pas avant tout l'apanage d'une tribu quelconque. Les intelligences, on peut les retrouver dans n'importe quelle autre tribu. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de satisfaire notre ego, ce n'est pas de donner du travail à nos frères et sœurs, sinon nous tombons dans le népotisme, mais ce dont nous avons besoin, ce sont des intelligences qui sont capables de relever le Congo de là où il est pour en faire un acteur majeur, d'abord au niveau de la région, mais aussi au niveau du continent africain. Docteur Silas, alors, mais qu'est-ce que vous pensez maintenant de la proposition de ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, initiative des évêques catholiques, mais également des évêques protestants? Ben écoutez, au départ, au regard de la situation, je pense que toute initiative qui tend à mettre ensemble les fils et filles du pays pour pouvoir trouver une solution doit être appréciée à sa juste valeur et même être encouragée. Ça, au départ. Je pense que j'aurais aussi pris l'initiative, pourquoi pas, de tenter de faire l'arbitrage pour mettre ensemble, parce que la République est menacée. La cohésion nationale a été entamée. La fracture sociétale est énorme aujourd'hui. Et il faut nous dépasser. Il faudrait reconsidérer nos ambitions et nos priorités. Il est donc normal que les pères des églises prennent cette initiative. Ça, il faudrait les encourager, il ne faudrait pas les dissuader. Mais la question qu'il faudrait se poser maintenant, comment cela va se passer? Qui est-ce qui vont être invités autour de la table et autour de quel sujet allons-nous débattre et discuter? Pour ne pas tomber à ce qui a toujours été le cas dans le passé, où toutes les fois que l'on s'est mis ensemble, on a invité les forces vives à se mettre ensemble, la finalité c'était le partage du gâteau. Et ce partage du gâteau n'a fait qu'enrichir les individus et appauvrir la République, et les questions qui menacent l'existence de la République n'ont presque jamais été abordées. Je pense qu'au départ, l'initiative doit être appréciée, mais il faudrait maintenant questionner le contenu de ces cahiers de charges. Il faudrait questionner la qualité des différents acteurs. Pourquoi on va voir X et ne pas voir Y? Il faudrait questionner au finish, qu'est-ce que nous allons ressortir comme résolution? Quels sont les modes d'application pour que ces résolutions soient transformées soit en loi, soit en ceci? Et pour cela, je pense qu'il faudrait donner de la chance à ce que la situation soit menée de manière à ce que cette crise finisse le plus vite possible, surtout pour réduire les dégâts matériels et humains qui aujourd'hui sont à déplorer. La question qu'il faudrait aussi se poser, on ne peut pas tenir face à l'Occident, face au Rwanda, si en interne, nous refusons de colmater les fissures qui ont eu à entamer notre cohésion nationale. Parce que dans Marc chapitre 3, pour ceux qui lisent la Bible, le Seigneur Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne pourrait subsister. Si nous voulons survivre en tant qu'État,
Parce que Rodolphe Kellien, père de la géopolitique, dit ceci, que l'État est comme une entité vivante. Il naît, il grandit, il peut tomber malade, mais il peut aussi mourir. Donc, ne nous leurrons pas. L'État est malade et il faut le guérir. Or, pour guérir l'État, il faudrait que nous fassions preuve d'abnégation, de dépassement de soi, nous mettre autour d'une même table. Nous regarder en face, non pas pour condamner qui a fait ça et qui n'a pas fait ça, mais plutôt pour se poser la question, qu'allons-nous faire? Parce que le M23, le Rwanda n'est pas seulement une menace pour les régimes, mais il constitue une menace pour la République tout entière. Voilà. Mais voilà, mais lorsque on dit quand même qu'il y a beaucoup de morts dans cette guerre à l'Est, il y a beaucoup de déplacés. Il y a déjà avant la mais il faudrait déjà arrêter l'hémorragie. Pour arrêter l'hémorragie, ne pensez-vous pas qu'il faille faire d'abord ce qu'il faut maintenant, même si cela ne va pas arranger certaines parties, le temps maintenant de s'asseoir pour mieux construire la nation. C'est là où je parlais du dépassement de soi. Un État stratège peut accepter de perdre une bataille. Le temps pour lui de se reconstituer. Le temps pour lui de créer une accalmie et d'arrêter l'hémorragie. Pourquoi? Parce qu'un État existe, non pas pour assister à la disparition, à la souffrance et à la mort de ses habitants, mais plutôt pour protéger ses habitants. Un État qui reste impuissant et muet face à toutes ces calamités et ces drames humanitaires auxquels nous sommes en train d'assister aujourd'hui n'est pas digne d'être appelé un État. Et pour cela, l'État doit accepter de faire des concessions. Ici, lorsque je parle de l'État, je parle des instances qui gouvernent. Ces instances et leurs acteurs doivent accepter à un moment donné de faire des concessions. Je reviens encore. S'il est possible de concéder une partie de notre honneur et de notre dignité, parce que l'enjeu ici, c'est de garder le Congo dans son format initial, 2 345 410 km². Que toutes les 26 provinces et les 145 territoires soient contrôlés par Kinshasa. Or, pour y arriver aujourd'hui, étant donné que sur le plan militaire, pour tout expert en polémologie, tout expert en matière de guerre, en géopolitique, il vous dira que l'armée, de nos forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas à même aujourd'hui, au regard de ce que nous avons vu, du débâcle de Goma, de Bukavu, au regard du comportement du militaire congolais. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une honte de reconnaître que nous avons une armée à former. Nous avons une armée à équiper du point de vue de l'arsenal, équipée militairement, équipée moralement, équipée intellectuellement, ainsi de suite. Et pour cela, nous serons dans l'obligation stratégique de négocier. Négocier n'est pas une fatalité. Négocier ne doit pas être perçu ici comme une fatalité. C'est ici que l'homme d'État doit prouver qu'il fait ce qui est convenable à la population, mais il ne se laisse pas dicter par la population. Parce que la population a un regard porté. La population a un regard qui répond à l'immédiateté. Alors que l'homme d'État a l'obligation d'avoir un regard stratégique. C'est-à-dire qu'il considère les choses dans leur globalité, mais aussi qu'il les considère dans un temps élargi. Ce qui voudrait dire que nous devons déjà aujourd'hui commencer à voir dans quelles possibilités nous allons négocier. Mais tout en ayant nos conditions en nous. Pourquoi? Et même quand nous allons décider de négocier, parce que regardez, même dans les résolutions de la dernière résolution du Conseil de sécurité, on nous ramène au processus de Luanda, on nous ramène au processus de Nairobi. Processus de Nairobi, cela suppose qu'on va négocier avec tous les 216 groupes armés, y compris le M23. OK? Mais seulement le M23 voudrait aussi bomber le torse parce qu'il dira que j'ai une voix beaucoup plus éloquente, d'autant plus que je contrôle des territoires que les autres ne contrôlent pas. Déjà ici, il faudrait qu'au niveau du gouvernement congolais, que des stratèges commencent à élaborer
le format, les revendications, les concessions, mais aussi les lignes rouges qu'on ne va pas laisser les autres franchir. Mais pour cela, cela ne doit pas être considéré comme une faiblesse en soi, John. OK? Oui. C'est d'ailleurs de la grandeur d'esprit. Prendre de bonnes décisions et attendre. Prendre les bonnes décisions. Et ça peut aussi éviter beaucoup de choses. Parce que le temps, dans le management des conflits, le temps constitue un atout qui n'est pas toujours à votre disposition. OK? C'est-à-dire, quand vous ne savez pas les saisir au bon, ce que vous avez manqué de faire à 10 heures peut s'avérer fatal à 12 heures. Très bien. Voilà. Justement. Et je pense que cela est aussi valable sur tout ce que vous avez dit aussi par rapport à la crise interne en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations à l'interne. Bon, il y a beaucoup de frustrations, c'est tout à fait normal. Nous sommes en pleine crise. Les gens sont en train de regarder à gauche et à droite. Il y a une certaine inquiétude, incertitude. Et c'est ici qu'il faudrait que le gouvernement mette en place une cellule de communication. Une cellule de communication en ces temps de crise. On ne peut pas être à un moment de crise comme celle-ci et continuer à communiquer traditionnellement. Les gens ont des esprits chauffés. Les gens vivent dans la psychose. Les gens ont peur. Les gens, certains se tournent dans la prière, d'autres se tournent. Et surtout lorsque l'on considère, ça j'aimerais quand même l'épingler, la façon dont certains ministres se comportent ne rassure pas. Il y a comme une absence de coordination au niveau du gouvernement. Parce que quand vous considérez les sorties médiatiques de certains ministres, des propos qu'ils tiennent, eh bien, ça ne rassure pas. Et ça, il faudrait adopter une attitude qui prouve à nos propres yeux comme aux yeux de ceux qui nous regardent de l'extérieur que nous sommes un pays agressé, un pays en guerre. Et pour cela, que chacun reste d'abord dans ses prérogatives. On ne s'improvise pas expert en guerre simplement parce qu'on est en guerre. Chaque ministre doit rester, déjà à des moments comme celui-ci, le gouvernement doit empêcher aux ministres de commenter si ce qu'ils vont dire n'a pas d'abord été débattu au Conseil de ministres. Voyez-vous, de peur que ce que l'on dit nourrissent la psychose. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'en ce moment, nous avons besoin d'être unis, de regarder dans la même direction pour affronter l'ennemi ensemble, ramener la paix. Et ce n'est qu'alors que nous allons voir qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce qui a été bien fait et comment continuer la marche pour solidifier cette république que nous sommes en train de construire tous aujourd'hui. Lorsque nous cherchons à résoudre un problème à long terme comme celui-ci, et qu'entre-temps, nous allons multiplier des contacts avec des pays extérieurs pour qu'ils nous viennent en aide militairement. Est-ce que cela peut être bien vu, surtout que la recherche d'une solution durable passe notamment par le fait qu'on doit se mettre autour d'une même table, nous entendre et puis voir comment est-ce qu'on peut mieux penser la République démocratique du Congo dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Vous savez, John, la crise en elle-même est une chose, mais le management de la crise en est une autre. Une mauvaise gestion de la crise peut rendre la crise encore beaucoup plus forte et même récurrente, simplement parce qu'on l'a mal gérée. C'est comme en médecine. Une mauvaise thérapie peut être à la base d'une maladie plus sévère que celle que vous avez tenté de guérir. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons le droit le plus légitime de voir dans quelle mesure on peut contacter tel ou tel autre État pour venir en partenaire nous aider dans cette situation. Mais la multiplicité des contacts, et si ces contacts ne produisent pas les résultats escomptés, cela nous fragilise et nuit à notre réputation en tant qu'État. Raison pour laquelle il est de bon escient que ces contacts se fassent souvent de manière secrète. Ne pas chercher à tout médiatiser. Vous savez, même dans le conflit entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne, le plus haut de leur conflit, à l'époque avec Yasser Arafat, et vous allez vous imaginer qu'il y a eu entre Yasser Arafat et Ehud Barak plus de 23 contacts en plein combat, en plein affrontement. Mais il y avait quand même dans les coulisses 23 combats parce qu'il n'y a aucun État qui aime la guerre. La guerre coûte cher.
La guerre coûte pas seulement cher en termes d'argent, mais la guerre coûte aussi cher en termes de vies humaines. Donc, toute l'idée responsable voudrait, dans la mesure du possible, écourter la guerre. On peut avoir la guerre comme étant un besoin afin de s'affirmer comme un État fort. On peut recourir à la guerre comme un élément de dissuasion. On peut recourir à la main pour affirmer son leadership dans une situation donnée. Mais on ne peut pas accepter que la guerre dure longtemps. Ce qui fait qu'on peut se battre, mais on peut au même moment qu'on est en train de se battre, talk and fight, fight and talk, chercher à nouer des partenariats avec des États pour qu'ils viennent nous assister militairement. Mais il faudrait que certaines de ces rencontres se fassent dans les secrets les plus totaux. Pourquoi? Parce que le désespoir naît du fait qu'on a vu telle autorité à tel endroit, dans telle capitale, et que le résultat n'a pas suivi, l'on s'est dit tout le monde nous a abandonnés. Or, s'il y a une chose qu'il faudrait nourrir aujourd'hui, c'est de se rassurer que le moral du Congolais demeure au zénith. Parce que celui qui va livrer ce combat, c'est les Congolais, et celui qui va remporter ce combat, c'est les Congolais. Et pour cela, il a d'abord besoin d'être fort. C'est là même la résilience. Le Congolais doit être fort dans son âme, fort dans son esprit, fort dans son intelligence et fort dans son corps. Donc, j'estime, multiplier les contacts est une bonne chose, mais ne médiatiser que ce qui a réussi. Ce qui a réussi peut effrayer l'ennemi. Mais quand on a médiatisé et que ça n'a pas réussi, peut donner à l'ennemi l'espoir d'avancer en disant qu'ils sont seuls. Donc c'est juste une question, c'est là où je parlais de la communication stratégique. On ne dit pas tout, on ne fait pas tout, on ne montre pas tout. Docteur Silas Mimile Makangu, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous allons terminer cette émission par ici. Nous espérons vous recevoir encore tout prochainement. Sûrement, les choses vont évoluer parce que... On l'espère. La semaine prochaine, nous espérons vous avoir peut-être pour de plus amples on l'espère. Analyses. Nous prions pour ça, nous réfléchissons pour ça et nous travaillons pour ça. Eh bien, très chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo FM, nous allons nous arrêter par ici et dans l'espoir de vous retrouver tout à fait prochainement pour un autre numéro, peut-être aussi avec toujours le docteur Silas Mimile Makangu, qui en tout cas nous donne de très bonnes analyses pour cette période ici en République démocratique du Congo. Au revoir chez vous et bon suite de programme sur nos antennes.